Bon, on n'arrête pas de parler de lui, mais je vais encore faire référence à Emmanuel, parce que c'est quand même lui qui a un peu planté le décor. Ce que j'ai trouvé intéressant dans sa présentation, c'est qu'il mettait AVOD et CTV un peu à part. C'est vrai qu'en France, on n'intègre pas, par exemple, l'IPTV, donc la catch-up MyTF1, Sisplay, dans l'inventaire lié à la CTV. Je voulais vous demander, vous, François-Xavier, est-ce que vous mettez justement, qu'est-ce que vous mettez aujourd'hui dans la CTV? C'est un peu le sujet de tarte à la crème. Les Ricains ont leur définition, les Français en ont une autre qui n'est pas tout à fait la même. C'est quoi pour vous la CTV? Ouais. La CTV, c'est un vaste sujet. Il y a, je pense, autant de définitions que de marchés concernant la CTV. Nous, en tout cas, chez The Trade Desk, notre conviction, c'est que la CTV, c'est tout ce qui est contenu télévisuel diffusé sur un écran de télévision via la technologie d'Internet. Donc ça va être aussi bien les applications d'OTT type Molotov ou Netflix ou Disney+, par exemple, mais ça va être également les solutions disponibles via les box des FAI comme MyTF1 ou Sisplay. Le débat qui est de dire ça passe par la box, donc c'est pas de la CTV, en vrai c'est un débat sémantique qui n'a pas vraiment son importance. Voilà, en réalité, la technologie derrière reste la technologie Internet et les capacités, on va dire, liées à cette technologie sont les mêmes. Guillaume, une question pour vous. On dit souvent que hors des États-Unis, la CTV c'est quand même globalement beaucoup YouTube. Est-ce que vous partagez cette assertion? Alors, on regarde évidemment attentivement les différentes sources qu'on a à disposition pour voir effectivement est-ce qu'il y a YouTube, est-ce qu'il y a de l'audience sur les autres CTV. Et je pense qu'on n'est pas au niveau des États-Unis dans l'utilisation de la CTV hors box. Donc tout est plus faible et je pense aussi la domination de YouTube est aussi un peu plus faible, c'est-à-dire que c'est un peu plus éparse. Et finalement, quand on regarde les audiences disponibles sur les DSP, sur du YouTube en téléconnecté versus du Molotov ou autre acteur, en fait, on n'est pas si loin. En fait, il y a eu aussi une étude de Freewill qui date de cette année. Donc, je ne sais pas s'ils sont là, je prends leurs chiffres. Mais en gros, sur les utilisateurs de téléconnectés, il y en a 40% qui utilisent au moins une fois YouTube. Alors, je pense qu'ils l'utilisent très souvent, donc ça fait exploser l'inventaire. Mais sur les nouvelles chaînes que sont Molotov, Rakuten, on est plus autour des 9 ou 10% d'utilisation. Donc, ce n'est pas complètement ridicule par rapport à l'inventaire de YouTube en Connected TV. Moi, je pense que c'est quand même important de souligner aussi la différence en termes de contenu. On parle souvent de YouTube en CTV, effectivement. Alors, déjà, ce qui est intéressant, ce que disait Emmanuel tout à l'heure, les courbes se sont croisées aux États-Unis. Aujourd'hui, on a plus de consommateurs et d'audience en CTV qu'en télévision linéaire. Alors, certes, c'est des marchés très différents. Le coût de l'accès à la télévision linéaire aux États-Unis est beaucoup plus important qu'en France. Ouais. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir quelle est la qualité du contenu qu'on consomme. Moi, aujourd'hui, pour moi, YouTube, c'est du user-generated content. C'est pas du contenu qu'on peut considérer comme du contenu télévisuel au sens propre du terme. On est loin de la production professionnelle ou des super productions qu'on peut retrouver sur des plateformes comme Netflix. Si d'aventure Google ouvrait l'accès de YouTube à d'autres DSP comme on lui prête l'intention, j'imagine que vous iriez quand même acheter cet inventaire UGC. Bien sûr, bah nous évidemment, on a l'ambition de donner l'accès à l'ensemble de l'inventaire disponible. Donc si demain Google décide de rendre disponible l'inventaire YouTube, évidemment qu'on sera ravis et qu'on le proposera à nos clients. Mais je pense qu'il faut quand même mettre en perspective ces deux typologies d'inventaire. Effectivement, blague à part, est-ce que du coup, quand vous achetez de l'inventaire, c'est vrai que l'inventaire UGC de YouTube, il n'a rien à voir avec un Rakuten ou un Molotov, c'est des choses que vous distinguez dans vos line items de campagne En fait, naturellement, si on fait rien, je crois qu'on achète 8 à 9% de l'inventaire YouTube sur de la Connected TV. Si on fait rien et pas sur des campagnes énormément plus des campagnes classiques. Donc nous, on laisse, parce que finalement, par rapport à l'expérience qu'on voit à nos clients sur des campagnes plutôt brand, ça nous va très bien d'avoir de la Connected TV, c'est-à-dire un format publicitaire sur une télé qui fait 55 ou 65 pouces, ça nous va très bien. Mais on peut complètement l'isoler en termes de mesures, en termes de ciblage. Et vous le faites dans la réalité ou c'est pas forcément Aujourd'hui, on le contrôle. D'accord. Voilà, on regarde, on voit qu'on est à 7-8% et selon les annonceurs, les campagnes, on va le laisser comme ça. Vous mettez des règles particulières en matière de brand safety parce que c'est vrai que pour le coup, l'un des avantages de la CTV, c'est qu'on n'a pas trop de problèmes de brand safety quand on est sur les inventaires Rakuten, Molotov et compagnie. Sur YouTube, c'est peut-être un peu une autre histoire. Ouais, alors c'est pareil, on a l'intégration avec des Double Verify ou IIS qui fait quasiment le même boulot sur la Connected TV, à valider avec eux, mais d'après ce qu'ils nous disent, c'est quasiment le même boulot sur la Connected TV sur YouTube que sur du YouTube tout court. Il y a du brand safety, du pré-bid, voilà, donc il y a tout ce qu'il faut.
François-Xavier a rappelé que les courbes se croisaient aux US, on n'y est pas encore en France. Ça pèse quoi la CTV aujourd'hui dans les budgets de vos clients? C'est quelque chose de marginal ou c'est quelque chose qui prend de l'importance? Non, mais effectivement, on n'y est pas parce qu'aujourd'hui, quand on allume sa télé, par défaut, il y a la box qui s'allume. Si on intègre allez, MyTF1, 6P, okay. si on oublie Box télé, si on prend allez, la VOL qui est regardée dans un écran de télé. Ouais. Alors, mais du coup, j'imagine que vous n'avez peut-être pas forcément mesuré ce périmètre-là. En fait, c'est peut-être ça le problème. Si. Non, enfin, les deux. En fait, en gros, je pense qu'on a facilement 30 à 40% de notre budget, 30% sur les VOL qui inclut le catch-up télé des chaînes. Voilà. 30-40% du budget VOL. 30 à 40% des budgets VOL qui vont être sur de la catch-up, en gros. Et la partie Connected TV, qu'on a regardé aussi aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on achète de toute manière un petit peu de cet inventaire avec YouTube, sauf si on décide de le couper. On est plutôt autour des 5% si on enlève les box, voilà, si on enlève l'IP télé, catch-up télé. Donc ça reste encore petit. Ça reste petit. C'est quoi les freins aujourd'hui? Le frein, c'est ce que je disais, on allume sa télé aujourd'hui, c'est la box qui est déjà paramétrée comme auxiliaire. Et donc en fait, mais ça c'est quasiment un rôle et c'est la responsabilité, c'est pas une responsabilité, mais c'est le rôle des constructeurs. Aujourd'hui, quand j'allume ma télé, voilà, si j'ai mis la box précédemment, je me retrouve sur la box naturellement, donc je me retrouve pas en situation de pouvoir choisir une appli autre sur ma télé. Alors j'ai pas acheté de Samsung récemment ou de LG, je sais pas, peut-être ça a changé, mais effectivement, si demain l'accueil obligatoire d'une télé, c'est pas direct sa box, mais c'est un écran d'accueil où on peut choisir aussi bien sa box que d'autres options, ça peut permettre d'aider la Connected TV à se développer, je pense. Donc ça, c'est les batailles commerciales entre telco et fabricants de smart télé. Effectivement, hein, c'est structurant. Mais bon, du coup, si on oublie un peu ce débat sémantique, on intègre du coup catch-up IPTV plus CTV classique. C'est quoi pour vous les forces de ce format-là, François-Xavier? Donc vous l'avez rappelé, c'est du contenu de qualité. Ouais, alors sur la partie CTV, les forces, on va retrouver les forces qu'on a aussi également sur Internet, c'est-à-dire la capacité à pouvoir activer de la donnée, faire du decisioning, ce qu'on ne peut pas aujourd'hui faire en télévision dans un DSP. Je prêche un peu pour ma paroisse, mais c'est le Graal pour nous. Et je pense que c'est le Graal également pour les annonceurs, c'est de pouvoir exploiter au maximum les capacités des plateformes technologiques telles que The Trade Desk. Donc c'est la capacité de pouvoir effectivement faire du data decisioning, qui aujourd'hui, c'est le seul channel sur l'écran de télé. Ça, c'est un bon point versus la TV segmentée. Vous voyez des annonceurs qui vous disent, bon, franchement, TV segmentée, on aime bien, on gagne du temps, etc. Mais en vrai, comme on n'est pas trop sur le data decisioning, on va aller plutôt sur la CTV. La réalité, c'est que la façon dont la télé segmentée est organisée aujourd'hui empêche le data decisioning dans les DSP. Libre à nous, acteurs du marché français, de décider et de discuter de concert avec les telcos, de pousser la donnée telco dans les plateformes, de recevoir le média de l'autre côté et de laisser le DSP amener sa couche d'intelligence pour faire ce data decisioning. C'est-à-dire, technologiquement, rien ne nous empêche de le faire. C'est plus une décision commerciale et de démarche, on va dire, d'adoption du marché qu'autre chose. Mais du coup, le fait qu'on puisse pas faire de data decisioning, ça peut avoir un impact sur la ventilation des budgets. Il y a des annonceurs ou des agences qui vont plutôt aller vers la CTV, là où elles auraient pu tester la TV segmentée. Non, mais je pense que ça limite la promesse finalement du programmatique, qui est de pouvoir orchestrer des prises de parole cross-channel et de pouvoir optimiser les campagnes sur l'ensemble des leviers. Aujourd'hui, finalement, on reste sur un mode, on va dire, de fonctionnement de la télé segmentée qui est extrêmement archaïque par rapport au potentiel des plateformes et qui empêche les annonceurs de pouvoir vraiment bénéficier au maximum du potentiel des plateformes. Donc il y a le volet meilleur des deux mondes, la data et l'écran de télé. Ouais, il y a la capacité à pouvoir toucher des cibles qui n'existent plus en télévision, ce qu'on appelle le cord cutting aux États-Unis, notamment sur les Gen Z, les jeunes générations, qui aujourd'hui ne consomment plus de télévision linéaire. Donc pour le coup, ces gens-là, ça reste des cibles que les marketeurs souhaitent adresser. La télévision connectée est un moyen très efficace de pouvoir adresser ces cibles-là. Et puis il y a la capacité à aller chercher des points de couverture incrémentales qu'on n'arrive pas à attraper ou qui coûtent extrêmement cher en télévision linéaire. En moyenne, le reach qu'on arrive à obtenir sur une campagne télé linéaire est aux alentours des 75%. Les 10 points supplémentaires à aller chercher peuvent coûter extrêmement cher. Là où, en activant le levier téléconnecté,
on va pouvoir aller chercher ces points incrémentaux avec un coût peut-être plus raisonnable. Il y a un sujet d'encombrement publicitaire aussi, peut-être. C'est vrai que c'est moins concurrentiel aujourd'hui, la CTV. Le rapport entre le contenu et le temps de pub est quand même à rien à voir avec ce qu'on voit en télé, notamment aux US. Peut-être moins en France, mais... Tout à fait. Alors l'encombrement publicitaire, c'est un autre sujet et je pense qu'on est tous au fait des dernières actualités sur le marché de la télé connectée et notamment de l'arrivée imminente des deux grandes plateformes que sont Disney et Netflix. Disney a annoncé récemment donc ils allaient lancer d'ici la fin de l'année leur version ad-supported et dans les, on va dire, les critères avancés par Disney, ils annonçaient 4 spots par heure. Donc on est très loin, je crois que c'est 8 en France et 12 aux États-Unis. Donc on est sur un encombrement publicitaire qui va être bien moindre que ce qu'on peut voir aujourd'hui en télévision traditionnelle. Ce qui est une bonne nouvelle pour les audiences, pour l'expérience utilisateur, pour nous tous, mais ce qui est également une très bonne nouvelle pour les annonceurs, puisqu'ils vont pouvoir délivrer leur message dans un environnement encore plus premium que ce qu'ils avaient pu faire jusqu'à présent. Et Guillaume, quand on échangeait en préparant un peu cette table ronde, vous me disiez quand même que vous trouviez que c'était peut-être un peu dommage que le monde de la CTV et de la catch-up s'inspire un peu trop des codes de la télé. C'est vrai qu'en termes de format, on est quand même sur du pré-roll assez long, du mid-roll. Alors oui, le jeu en vaut la chandelle, c'est-à-dire c'est du contenu de qualité, mais vous trouviez peut-être qu'il y avait quelque chose de plus disruptif à aller chercher? Ouais, et je me pose toujours la question de l'usage derrière, qui peut être un peu freiné. Quand on fait de la catch-up télé, on est dans un univers un peu digital, on a ces codes digitaux, et se prendre effectivement des tunnels très longs de télé, on voit que ça passe difficilement pour les utilisateurs. Donc évidemment, je dis ça, dans l'agence, on achète de la catch-up télé, ça marche très bien, effectivement, mais on a ce sujet de se dire, l'expérience, elle n'est pas aussi digitale qu'elle devrait l'être. C'est une expérience télé sur un petit écran, si jamais on n'est pas sur sa télé, ou c'est une expérience télé répliquée sur une télé, mais tout ce côté digital qu'on peut avoir, et je choisis mon contenu, et je subis un peu moins le contenu, je trouve que la catch-up télé l'exploite peut-être pas assez. En même temps, il y a des Ça pourrait être quoi les alternatives en termes de format? Je vois qu'aux États-Unis, NBC, Amazon, Triple Lift aussi, qui est un géant de la tech, parle beaucoup de placement de produits virtuels. J'avais fait un papier dans Minted en interrogeant Philippe Baucher, qui était là tout à l'heure, qui disait qu'en France, c'était quand même plus timide le placement de produits virtuels. Ça peut être une piste? Ça peut être quoi, du display en surcouche aussi de mon flux avec un bandeau? Ça se fait aux US un peu. Enfin, moi, de mon point de vue, il ne faut pas que ça ressemble à des gros sapins de Noël, évidemment. Ouais, c'est le risque. C'est le sujet. L'intégration, c'est super. J'ai vu le cas M&M's, évidemment, c'est super bien fait. Maintenant, je pense que les producteurs de contenu des grosses plateformes ont peut-être un petit peu de mal à accepter ça. Mais ça, c'est pas. Je suis pas tout à fait d'accord parce que le placement de produits, ça existe depuis dans les jeux notamment. des lustres. James Bond est un bon exemple. C'est un film qui est quasiment financé que par le placement de produits. Donc, pour un James Bond, combien de fictions qui se heurtent à ça, quoi. Enfin, c'est un peu et le placement de produits sur les plateformes. Peut-être que certains l'ignorent, mais Netflix fait déjà du placement de produits dans ses productions. Stranger Things, et c'est indiqué au début de la série. Donc après, est-ce qu'on veut le programmatiser? Est-ce qu'on veut l'automatiser? Je veux dire, c'est déjà quelque chose qui existe. Vous avez regardé, aux États-Unis, The Trade Desk, vous regardez un peu ce terrain-là ou... Non, pour l'instant, on se concentre principalement sur on va dire, les grosses avancées du marché et les phénomènes on va dire, plus significatifs qui vont être l'arrivée de la publicité sur ces plateformes. Je dirais que le placement de produits programmatiques en post-prod sur du contenu Netflix ou Disney ou même plutôt ou autre, ça reste marginal. L'arrivée de la pub justement sur peut-être Disney d'ici la fin de l'année, Netflix en 2023, ça peut changer quoi sur le marché? Ça peut créer un inventaire énorme, ça peut créer un appel d'air assez dingue pour la CTV? Ça va tout changer. Ça va tout changer pour les consommateurs comme pour les marketeurs. Pour les consommateurs parce que dans le contexte actuel économique, on constate un phénomène de ce qu'on appelle la subscription fatigue. Donc c'est-à-dire que les gens ne peuvent plus économiquement payer leur abonnement Internet, leur abonnement téléphonique, Spotify, Netflix, Disney, j'en passe, c'est des meilleurs. Ça commence à être trop compliqué. Il y a une guerre du contenu. Le contenu coûte de plus en plus cher et de plus en plus qualitatif. Je prends l'exemple souvent de The Irishman sur Netflix qui avait coûté 250 millions de dollars, ce qui est un budget d'une super production hollywoodienne. C'est quand même assez impressionnant. Il y a l'acquisition des droits sportifs. On voit aujourd'hui Amazon se positionner sur la Ligue 1 ou sur Roland-Garros. On voit sur la F1 l'arrivée de Netflix, Disney, Apple. Ouais. La concurrence va s'accroître sur l'acquisition de ces droits. Ça a des coûts pour les plateformes. Ce coût-là, il ne peut pas se répercuter sur les abonnés qui, eux, commencent, qui plus est, à fatiguer sur les coûts associés à ces plateformes. Donc il est inévitable, la publicité elle est inévitable, elle va permettre aux
on va dire aux téléspectateurs d'avoir du contenu de qualité, de permettre aux plateformes d'acheter du contenu de qualité, mais elle va également permettre aux marketeurs de pouvoir placer, finalement c'est le Graal absolu pour le marketeur, que de pouvoir placer son contenu publicitaire dans un contenu de qualité professionnelle tel qu'on peut le retrouver sur ces plateformes-là. Donc, et qui plus est, dans un environnement d'encombrement publicitaire extrêmement limité si on se base sur les 4 publicités par heure. Aux US, le bon candidat, c'est Hulu, qui a on a pas mal de recul. Donc c'est aussi une filiale du groupe Disney. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, Guillaume ? Je pense que voilà, Disney est largement inspiré par ce que sa filiale Hulu a fait. Sur Hulu, quand ils sont passés à un mode hybride, c'est-à-dire c'est pas totalement la VOD, c'est-à-dire un abonnement moins cher contre de la pub. Aujourd'hui, c'est 75% des abonnés Hulu qui ont pris ce modèle-là, c'est-à-dire j'accepte la pub pour payer moins cher. Et c'est complètement en ligne avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que aujourd'hui, on peut regarder Netflix en avril parce qu'il y a telle série qui a sa nouvelle saison. On a envie de passer en mai à regarder Obi-Wan sur Disney+, donc ça devient très compliqué. Donc on s'engage, on se désengage. Il y a besoin de calmer tout ça. Et on est tous multi-utilisateurs de plateformes. Donc effectivement, une offre comme celle de Disney+, qui va arriver, celle de Netflix, moins chère, ça va permettre d'avoir plus de multi-abonnés. Et donc des terrains de jeu publicitaires magnifiques. Pour nous, donc c'est top. Pour les utilisateurs, c'est super parce que c'est plus d'accès à des contenus pour plus de monde. Je vois pas trop de perdants dans l'histoire parce qu'encore une fois, si on est contre la pub dans ces plateformes, on peut refuser. Enfin, si ça se passe comme ça, vraiment, ce qui est prévu avec ces 2 plateformes. Donc, moi, je vois que du bon. Je vois même du bon à un autre niveau, c'est que globalement, Netflix, Disney, Amazon aussi, et les autres, mais se battent sur avoir les meilleurs hits, les meilleurs contenus. Ça veut dire aussi que ces gens-là vont dépenser beaucoup, investir beaucoup en publicité. Donc, il y a une espèce de cercle vertueux, je ne sais pas, mais de cercle d'investissement dans tous les sens. Donc c'est très bon pour tout le monde. Y a quand même des inconnus. Donc il y a déjà cette équation économique, c'est quelle baisse de prix sera octroyée en échange de la pub. L'autre inconnu, c'est peut-être aussi le modèle de ces plateformes qui sont quand même les reines de l'opacité. Ils reprennent peut-être les mauvais réflexes qu'ils ont sur le digital. Je sais qu'il y a eu pas mal de débats sur quelle audience a fait, par exemple, Amazon Prime Video sur le match Nadal-Djokovic. C'est vrai que c'est impossible d'avoir des audiences. Est-ce que pour vous, c'est un écueil pour les annonceurs Alors j'imagine que d'une manière ou d'une autre, s'ils achètent de la pub, ils ont quand même des infos de base, ce que c'est le deal. Mais est-ce que ça peut être cette opacité un écueil? Alors, je pense que si demain Netflix ou Disney Plus se lance avec de la publicité, même sans mesure, ils arriveront quand même à attirer quelques annonceurs. Mais effectivement, nous, on va quand même attendre d'avoir une mesure tiers, quelque chose de propre. Alors, je sais que Netflix discute déjà avec Google, avec Comcast aussi, pour essayer d'avoir une mesure à apporter au marché d'un tiers. Donc on en aura besoin. Effectivement, ça sera mieux, ça permettra même à eux de mieux valoriser aussi leurs inventaires. Mais de toute façon, si ces gens-là arrivent demain sur le marché, ils auront des clients le jour 1. Est-ce qu'on peut craindre ce qu'on a vu sur le digital en CTV, une plateformisation un peu parce que c'est vrai que là, donc on a Amazon qui est hyper plateformisé, potentiellement Netflix, s'ils allaient avec Google, ça pourrait encore un peu verrouiller vers DV. Est-ce que vous, François-Xavier, vous êtes inquiet ou finalement vous pensez qu'on ne va pas reproduire les mauvais schémas du digital? Moi, j'y crois pas une seule seconde. D'abord pour une raison simple, c'est que il y a déjà eu un quote, c'est Reed Hastings, donc le président de Netflix, qui a dit au moment du earning call, globalement, si on va sur la publicité, on ira de façon totalement ouverte. Donc je pense que il a déjà changé d'avis une fois en disant on fera jamais de publicité, et puis il a fini par faire de la publicité, donc peut-être qu'il changera d'avis. Non mais moi j'y crois pas, et je pense que même le modèle des walled gardens à terme, si on est très prospectif, disparaîtra. Pour une raison très simple, c'est que si on met en opposition les walled gardens à l'open internet, qui est ce qu'on essaie de défendre en tout cas nous chez The Trade Desk, c'est on va dire entre 35 et 40% du temps passé sur les walled gardens versus 65 à 70% du temps passé sur l'open internet. La réalité, c'est qu'il y a une dichotomie entre les investissements médias des annonceurs et le temps passé sur l'open internet. Mais si ce rééquilibrage s'opère, et avec l'arrivée d'acteurs comme Netflix et Disney, ce rééquilibrage peut s'opérer, parce que finalement, pourquoi est-ce qu'on était dans un déséquilibre? Parce que c'était la loi de l'offre et de la demande. Google était très offrant, là où l'open internet a peut-être été moins bien organisé. On est en train de s'organiser, on s'organise, notamment sur les sujets d'identity également. J'en profite pour le glisser parce que c'est un point important. Mais donc moi, voilà, je pense qu'à partir du moment où ce rééquilibrage s'opérera, le rapport de force va s'inverser et du coup, la part minoritaire, ce sera les walled gardens. Et donc, pour pouvoir bénéficier de la manne publicitaire, ils devront se rattacher à l'ouverture. Il y a DMA de toute façon qui va les y contraindre. Alors, ouais, peut-être, on verra. Seulement, vous y croyez pas trop? On verra ce qu'ils nous donnent.
Une dernière question. On parle beaucoup aux US du fast, donc une sorte de linéaire en CTV. Ça permet d'éviter de perdre une demi-heure à trouver la série qu'on va mater et qu'on va abandonner au bout de 10 minutes parce que c'est pas si terrible. Ça permet aux régies de valoriser leur catalogue. Vous y croyez, vous, en France? Ouais. Moi, j'y crois énormément pour une raison très simple, c'est que si je regarde mes habitudes de consommation sur Spotify, au début, je me faisais mes playlists, je choisissais mes morceaux, et puis très rapidement, en fait, je me suis dit, bah, tiens, je vais écouter la playlist déjà faite parce que c'est pas mal, et puis les algos derrière sont bien faits de recommandations, donc je finis par être satisfait. D'ailleurs, on a une technologie en France qui est exploitée par Salto, qui s'appelle Bedrock, qui fait du contenu, de la recommandation de contenu, et qui pourrait permettre aussi d'alimenter ce genre de channel, puisque le fast, pour les gens qui ne connaissent pas dans la salle, c'est free advertising TV. Donc en gros, c'est de la télé supportée par de la publicité. C'est l'équivalent du linéaire en connected TV. C'est ce que fait Pluto. C'est les seuls un peu en Europe. Exactement. Pluto TV. Plutôt Rakuten et l'offre de Rakuten, ils font du linéaire aussi, Molotov ouais. aussi fait du fast maintenant. Avec sa nouvelle offre. Donc ils ont 8 chaînes en fast. Et, Ok. et moi aussi j'y crois. Parce que, Ouais. ça se dit pas à Paris, mais ça m'arrive de regarder la télé moi aussi. Parce que, ouais, Et en fait, je vois bien que c'est un usage qui n'a pas complètement disparu. parce Comme qu'en tu France, c'est disais, vrai à un qu'on a moment, il y a beaucoup besoin de se reposer. On a déjà beaucoup de chaînes de télé gratuites, ce Oui. qu'ils n'ont pas aux US avec la TNT. Ouais, bien sûr. Mais je pense que ce qu'on peut voir aussi, à mon avis, ça va être aussi une verticalisation des offres. On voit déjà qu'il y a beaucoup de chaînes. Là, en France, il y en a quelques-unes, beaucoup de CTV, mais en Europe et dans le monde, c'est énorme. On voit aussi des spécialistes. Donc, j'ai vu qu'il y a une chaîne, un CTV qui est spécialiste du manga, d'autres qui sont spécialistes sport. Donc, je pense qu'il peut aussi y avoir une verticalisation de ces offres-là. Et quand c'est vertical, effectivement, on se laisse un peu plus aller à du fast, c'est-à-dire du streaming et pas du choix. Merci messieurs pour le temps de Merci, parole que Nicolas. vous avez accordé. Merci.